Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction ainsi que les miséricordes de Dieu soient sur vous, chers téléspectateurs de Nour TV, la télé au logo vert. Vous êtes naturellement la bienvenue dans le cadre de votre émission Grand Angle. Grand Angle, c'est votre programme hebdomadaire qui vous accompagne chaque vendredi pour parler des questions d'actualité, en rapport bien sûr avec la politique, l'économie, le social et j'en passe. Voilà. Pour aujourd'hui, nous avons choisi de vous entretenir donc sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive, surtout dans notre société gabonaise. C'est bien sûr le sujet en rapport avec les sociétés secrètes en Afrique et dans le monde. Et donc nous allons aborder les aspects donc ésotériques et pouvoir. Voilà. Donc nous allons aujourd'hui donc faire une étude de cas, en citant par exemple donc le cas de la franc-maçonnerie et donc de la Rose-Croix, tout simplement parce que ce sont des milieux ou du moins des faits de société qui ont un impact profond sur nos sociétés en Afrique et dans le monde et singulièrement d'ailleurs au Gabon. Voilà. Donc, mais à côté de ça, nous allons également aborder donc les sociétés secrètes gabonaises, donc précoloniales, parce qu'elles aussi, elles ont un impact sur l'ensemble du pays. Et voilà. Donc, pour en parler, nous avons nos deux consultants habituels qui nous accompagnent chaque vendredi pour toujours, avec beaucoup de plaisir et surtout dans un cadre, dans une dynamique, une logique pédagogique, éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Voilà, je vais, comme à chaque fois, vous les présenter. Donc, je vais commencer comme la tradition islamique le demande, toujours par la droite. Alors, Monsieur Privat Ngomo, Otep. Otep, et bonsoir à nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent à Libreville au Gabon et dans le monde entier. Je m'excuse pour ma voix quelque peu rock. Je fais la grippe, mais j'espère que tout au long de cette émission, je serai audible pour vous tous. En tout cas, nous vous souhaitons un excellent et un prompt rétablissement par rapport à ça. Voilà, surtout que voilà, avec le changement de saison, voilà, on n'est pas à l'abri effectivement d'un petit coup de froid qui peut emmener cela. Alors, ceci étant, je vais me tourner vers Monsieur Nestor Oubian à ma gauche. Monsieur Oubian, bonjour. Bonjour aussi, Bouka. C'est toujours un réel plaisir de venir dans votre studio, celui qui nous a ouvert les portes et qui nous permet de nous adresser à nos compatriotes et à nos dirigeants. D'accord. Et à nos dirigeants. Et à l'entame, je voudrais faire un avertissement comme dans les livres. Bien sûr. En disant que si nous avons choisi cette thématique, c'est parce qu'elle a un réel impact sur plusieurs points au niveau de nos sociétés en Afrique aujourd'hui. Très bien. Il ne faudrait donc pas que ceux qui ont l'habitude de faire des interprétations superficielles nous prennent en ligne de mire pour dire qu'on les critique, qu'on les juge, qu'on leur jette l'opprobre. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas des magistrats, nous ne sommes pas des juges pour juger. Nous faisons une série de constats et nous parlons de phénomènes qui prennent de plus en plus ampleur et qui ont des impacts pas seulement positifs. Bien sûr. Dans la société. Bien sûr. Donc, pour démontrer tout cela, il a bien fallu que nous regardions les choses de manière réelle, concrète, pour nous interroger sur les réels impacts, les bénéfices que le pays tire de ces différentes appartenances, de ces différentes sociétés secrètes, et donc de leurs rites, de leurs habitudes, de leurs us et coutumes au plan social, parce que cet impact a créé d'autres incidents au plan politique, au plan économique, au plan financier, au plan culturel et même au plan familial. Donc, du coup, nous sommes obligés d'en parler et donc essayer d'édifier tout le monde pour que chacun puisse librement se faire une opinion. Nous avons, pour cela, convoqué l'histoire. L'histoire qui nous montre comment ces choses sont nées, comment elles ont évolué et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui chez nous. Donc, nous ferons une série d'émissions, 2 ou 3, pour que nous allions à peu près au fond du sujet. Ceux qui retiendront, ceux qui comprennent, comprendront, et ainsi de suite. Mais au moins, ayons le courage d'en parler, parce que ça permet même à ceux-là qui sont à l'intérieur de se remettre en question. Très bien, parfait. De voir par où ils ont oublié certaines choses. Très bien.
Parfait. Alors, donc c'était important effectivement que vous fassiez, M. Obiang, cette petite précision, parce qu'il faut le dire, c'est devenu un fait social, un fait de société. Voilà, on observe dans beaucoup de pays où effectivement ces sociétés secrètes sont présentes. On voit que dans ces pays, on peut en juger au regard effectivement de la situation de ces pays, que ces sociétés ont un impact plus ou moins positif sur l'ensemble de la société, mais que chez nous, sous les tropiques, voilà, il y a vraiment beaucoup à redire sur cela. Il y a beaucoup d'interrogations. Et voilà, donc je crois qu'il est vraiment pertinent de s'interroger sur la question, et je crois que c'est ça qui va faire l'objet de notre débat de ce soir avec nos deux consultants. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous demandons à la technique donc de lancer le seul et unique élément audio-vidéo sur lequel nous allons donc nous appuyer pour pouvoir donc se retrouver juste derrière et commencer donc les échanges sur la question. Voilà. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Remontons au Moyen-Âge en Europe. Des artisans spécialisés construisaient les églises et les cathédrales. Ces artisans, appelés maçons, formaient des guildes, des associations d'artisans ou de marchands pour se soutenir. Le terme franc vient du latin francus, qui signifie libre. Les francs-maçons étaient donc des maçons libres, c'est-à-dire des artisans qualifiés qui n'étaient pas attachés à une seigneurie particulière et pouvaient se déplacer librement pour trouver du travail. Ils gardaient leurs méthodes et leurs outils secrets pour protéger leur travail et n'acceptaient que les meilleurs. Vers le XVIIe siècle, en Écosse, les guildes de maçons ont commencé à accepter des membres qui n'étaient pas des artisans, mais qui s'intéressaient à leur philosophie. Ces groupes s'appelaient des loges. En 1717, plusieurs loges se sont unies pour former la Grande Loge d'Angleterre, la première grande organisation, obédience, des francs-maçons modernes. Au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie est devenue un groupe où les membres apprenaient à être de meilleures personnes en apprenant et en s'améliorant chaque jour. Les loges ont commencé à s'engager dans des actions caritatives et humanitaires. Les francs-maçons ont développé des cérémonies et des rites spéciaux pour accueillir les nouveaux membres et les aider à progresser dans le groupe. Ils commencent comme apprentis, puis deviennent compagnons et enfin maîtres. À partir du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie s'est répandue dans le monde entier. Certains groupes religieux et politiques la voyaient comme une menace en raison de son secret et de ses valeurs progressistes. L'Église catholique s'y est opposée dès 1738 en interdisant aux catholiques de la rejoindre. Le caractère discret et fermé de la franc-maçonnerie suscite des suspicions. Certains accusent les francs-maçons d'influencer indûment la politique, bien que les loges interdisent officiellement les discussions politiques et religieuses. Des théories du complot ont aussi émergé autour de leur influence sur la société. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Grand Angle. Voilà, vous avez regardé l'élément vidéo comme nous, et dans cet élément, il était question effectivement de présenter de manière générale, enfin du moins dans la généralité, donc la franc-maçonnerie dont on parle, puisqu'on a dit qu'on va faire de ce cas, le cas d'école, sur lequel nous allons nous appuyer pour parler de manière générale des sociétés secrètes. Alors, je vais me tourner d'abord vers M. Ngomo, pour que vous, à votre niveau, vous puissiez déjà essayer de nous planter le décor avec des définitions notionnelles en rapport effectivement avec ce fait de société. Oui, nous allons aborder un sujet qui pour moi est de la plus haute importance, parce que non seulement il est dense, mais il est également stratégique. Et il a une dimension personnelle et sociétale. Nous allons donc essayer d'aborder ce sujet de la manière la plus scientifique, la plus objective qui soit, pour ne pas tomber dans les interprétations artificielles, comme disait mon grand frère Nestor Obiang. Et pour cela, je voudrais m'entourer, moi aussi, d'une précaution oratoire, en disant que ce propos liminaire que je tiens maintenant, en guise d'introduction aux définitions qui vont suivre, s'adresse à la fois aux francs-maçons de notre pays, le Gabon, et à la population qui s'intéresse à ces questions d'ésotérisme et de pouvoir. Aux frères francs-maçons, je dis que dans la tradition écan, un adage rapporte que c'est le conteur de Mbéroyon qui est le plus qualifié pour venir raconter le récit de Mbéroyon. Normalement,
C'est un franc-maçon assis à ma place et à la place de Nestor qui est venu nous entretenir d'une réalité qu'il maîtrise parfaitement, car étant initié et ayant suivi donc plusieurs rites initiatiques. Mais au nom d'une certaine discrétion que l'on a vu d'ailleurs évoquée dans le reportage, discrétion qui confine au secret, eh bien, les maçons du Gabon se refusent de prendre la parole en public. Ça est assez contradictoire de la part des frères qui se disent frères de lumière. Un frère de lumière ne reste pas dans l'obscurité. Il doit apporter la lumière. Et pour ce qui est des populations qui sont intriguées par cette secte, car c'est comme ça parfois qu'on l'appelle, cette secte maçonnique, nous disons que beaucoup d'informations circulent autour des francs-maçons au Gabon et finalement de la franc-maçonnerie en général qui ne sont pas forcément établies comme vraies. Il faut donc rétablir l'authenticité de la vérité et nous pensons que au cours de ces différentes émissions que nous allons tenir sur ce plateau, nous allons vous apporter des informations qui parfois relèvent du domaine tabou. Or aujourd'hui, avec la communication, avec les outils de l'information qui sont performants et puissants, eh bien tous les sujets peuvent être abordés dans le respect, mais surtout dans l'honnêteté de transférer à la connaissance des informations qui sont justes et qui ne sont pas erronées. Ceci étant dit, je vais donc me tenir à votre première question, celle des définitions. Car il faut toujours définir les choses avant d'en parler, avant d'attaquer la substance. Définition et naturellement quelques généralités. Lorsque l'on parle de société secrète, en réalité, on parle de personnes qui se retrouvent dans le plus grand secret et qui ont l'intention de jouer un rôle important dans la communauté. Et les sociétés secrètes ont existé depuis la nuit des temps. Et généralement, elles avaient pour but de protéger la communauté et de l'élever. En Occident, nous connaissons la franc-maçonnerie, nous connaissons la Rose-Croix, et il y a d'autres structures ésotériques et secrètes. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter d'abord sur la franc-maçonnerie. Et les définitions qui vont être faites sont en rapport avec la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'il faut savoir en termes de définition? Lorsque l'on lit la littérature autour du sujet, il apparaît qu'il n'y a pas une définition très précise sur la franc-maçonnerie. Mais qu'au contraire, cette dernière s'articule autour de concepts qui sont très précis. Le premier concept est le caractère initiatique et discret. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie recrute par cooptation. On copte, c'est-à-dire on sélectionne des personnes et on les prend à part. Et elle utilise les rites ancestraux fondés sur le secret de la maçonnerie. Voilà pour le premier concept. Le deuxième concept, la franc-maçonnerie opte pour une démarche philosophique, c'est-à-dire qu'elle vise à améliorer la moralité et l'intellectualité de ses membres, ainsi qu'à l'édification d'une société plus juste sur la base des réflexions qui sont menées dans les cercles restreints de la franc-maçonnerie. Troisième concept, très important, le symbolisme constructif. Qu'est-ce à dire? C'est un symbolisme en fait qui utilise les outils des bâtisseurs de cathédrales. On l'a vu dans le documentaire. Les francs-maçons sont les tout premiers maçons libres qui n'étaient assujettis à aucun seigneur et qui allaient donc de ville en ville pour construire donc des cathédrales, donc des bâtiments. Et là, les concepts
les outils sont l'équerre, le compas, le fil à plomb, les éléments qu'on utilise dans la maçonnerie. Et on verra que la plupart de ces symboles nous renvoient à l'Égypte antique, qui est à l'origine, comme vous le savez, non seulement de la géométrie, mais des mathématiques. Et ces symboles sont perçus également comme des métaphores de la construction de soi. De la même manière que l'on construit physiquement une cathédrale, eh bien, il faut aussi se construire soi-même. Et ça, c'est une œuvre beaucoup plus difficile. Car la cathédrale se construit sur quelques années, mais la construction de soi prend toute une vie. C'est en cela que, justement, la franc-maçonnerie a ce caractère symbolique et philosophique. Et puis, il y a là moins qu'un concept, mais plutôt une réalité concrète. La franc-maçonnerie est organisée en structure de loge et d'obédience. Alors, c'est quoi la loge? Les membres de la franc-maçonnerie se réunissent dans des ateliers locaux, donc sur place, ici à Libreville, précisément à Olumi. Il y a encore d'autres endroits, mais surtout Olumi, c'est connu, ou alors à Port-Gentil, ou alors à Lambaréné, quand on parle de franc-maçonnerie au Gabon. Donc ce sont des ateliers locaux que l'on nomme loges. Ce sont des loges. Et ces loges sont regroupées au sein de fédérations nationales que l'on peut appeler Grande Loge ou Grand Orient. C'est ça, des obédiences. C'est ça, les obédiences. Ouais. Donc une loge, c'est un atelier local où l'on se retrouve pour donc travailler ces planches. Et l'obédience, c'est donc la fédération des différentes loges. J'aimerais finir sur les différents courants que la franc-maçonnerie connaît. Et on va voir dans l'histoire comment ces courants se sont constitués. Le premier courant qui a existé au XVIIIe siècle, c'est le courant régulier et traditionnel. Le courant anglo-saxon, né en Écosse, en Grande-Bretagne. Le deuxième courant, c'est le courant libéral, adogmatique, c'est-à-dire qui n'a pas de dogme, et social. Le troisième courant est le courant mixte et universel, celui qui a mis vraiment en avant le droit humain. Le quatrième courant est le courant féminin, le courant des loges féminines, lorsque les femmes ont décidé elles aussi d'appartenir au cercle ésotérique de la franc-maçonnerie. Et enfin, le dernier courant qui existe, c'est le courant ésotérique et spiritualiste, c'est-à-dire celui qui pratique les rites égyptiens. Voilà, de façon ramassée, ce qu'on peut dire sur les définitions rapportées à la franc-maçonnerie, plus les concepts que les définitions, et puis les grands courants aujourd'hui qui existent dans la franc-maçonnerie et qui se retrouvent peu ou prou dans les différents pays du monde entier. D'accord. Alors, merci, Monsieur Ngomo. Vous avez planté le décor de fort belle manière, parce que là, on voit effectivement comment ce phénomène a commencé et surtout quelles sont les différentes ramifications, comment il s'est par la suite donc caractérisé en différentes branches ou les différents courants. Alors, je vais donc me tourner vers Monsieur Nestor Obiang. Déjà, quel commentaire faites-vous par rapport effectivement à ce que vient de dire Monsieur Ngomo, s'agissant effectivement non seulement de l'approche définitionnelle, mais aussi les différents courants tels qu'il les a présentés? Ben, pas grand-chose, parce qu'il les a présentés de fort belle manière. Il a su synthétiser la présentation. Mais je voudrais plutôt, en valeur d'exemple, citer les fruits issus de ces différents courants. Je vous prends un exemple. Lorsque le travail se fait en atelier, ça s'appelle une loge, atelier de travail. Il y a ce qu'on appelle la tenue de la loge, c'est-à-dire les réunions de la loge. Mais dans ces réunions, on élabore un certain nombre de choses, que ce soit du social, du politique, du financier, de l'économique et tout ce que vous voulez. Et il arrive que beaucoup de gens ignorent, par exemple, que le système de brevet d'une invention vient de ces formations-là, justement. D'accord. Parce que les bâtisseurs de cathédrales et de grands châteaux
avaient des connaissances liées à la géométrie, avaient des connaissances liées à la mathématique, à la physique, et ainsi de suite. Pourquoi gardaient-ils ces secrets? Parce qu'ils appartenaient à des corporations, ce que nous appelons aujourd'hui des syndicats. D'accord. Ouais. Vous voyez, c'est eux qui sont les premiers à mettre en place les corporations. Parce que la réalité des francs-maçons est qu'ils existaient en corporation. Et dans cette franc-maçonnerie, vous aviez différents niveaux. Le maçon, le charpentier, le taulier, si vous voulez, je parle comme ça de manière ramassée. En tout cas, tous ceux qui rentrent dans le cadre de la construction. Tous ceux qui rentrent comme métier dans la construction. Ouais. Et ce sont ces différents métiers qui constituaient, n'est-ce pas, les différents stades d'initiation par lesquels le franc-maçon originel acquérait ce qu'on appelle de l'expérience professionnelle. Et on est parti de cette expérience professionnelle maintenant pour l'adapter à la division du travail. C'est ce qui nous donne aujourd'hui des médecins, des ingénieurs, des professeurs, des ceci et cela. Parce que justement, il a fallu un début. Et ce début-là, en fonction de l'évolution des sociétés occidentales, du monde en général, a donné naissance à des choses concrètes dont nous pouvons vérifier la véracité aujourd'hui. Par ailleurs, il faut quand même le reconnaître, les francs-maçons, ceux qui appartiennent à des obédiences dites du droit humain, ceux qui appartiennent à des obédiences qui s'occupent notamment des problèmes ou des phénomènes sociaux, ont réalisé de grandes choses. Par exemple? Je vous prends un exemple. Moi qui suis chrétien, je sais que les premiers hospices ont commencé par Jésus-Christ. D'accord. N'est-ce pas? C'est lui qui a mis en place ce que nous appelons aujourd'hui les hôpitaux. Exactement. Puisqu'il soignait les gens et tout ça. Les francs-maçons ont repris la création des hospices, mais pour l'élargir socialement. D'accord. C'est devenu donc le système de santé. D'accord. Parce que le pays, pour se développer, avait besoin des bras valides. Or, nous savons que au XIIIe, au XVe, XVIIe siècle, l'Europe a dû faire face à d'énormes pandémies. La peste, la grippe, et que sais-je encore, d'autres maladies, qui ont décimé énormément de populations. Donc, les francs-maçons de cette époque se sont rendus compte que, telle que l'organisation politique et sociale était faite dans leur pays, parce que c'était des royaumes, la noblesse avait tendance à négliger la population qui travaillait pour elle. Et donc, les maçons, en réfléchissant, ont dit non, nous avons besoin de ces gens-là. Si nous les laissons mourir, mais qui travaillera? Puisque les nobles, en règle générale, c'est des gens qui vivaient de rente. C'est-à-dire, ils mettaient leur sol, leur propriété, n'est-ce pas, pour que d'autres personnes viennent travailler là-dessus et ils leur payaient un petit quelque chose. Si ces gens-là meurent par des maladies qui sont de grandes pandémies, c'est-à-dire qui ravagent énormément de populations, qui allait encore travailler? Qui allait être métaillé? Qui allait s'occuper des bœufs, des poules, des coqs et que sais-je encore? Donc, il fallait créer un système de santé. Et c'est comme ça que les hospices, qui sont devenus par la suite des hôpitaux, commencent à se propager. On en installe dans toutes les grandes villes, dans toutes les agglomérations, dans tous les bourgs, pour que les gens, une fois malades, puissent aller vers ces offices-là, se faire soigner. Bon, ça a commencé par les herboristes, les apothicaires, ce que nous appelons aujourd'hui les pharmaciens. Mais aujourd'hui, maintenant, nous avons des corps composés en matière de santé. Et l'un des corps les plus difficiles d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de branches là-dedans, c'est la médecine. Vous voyez bien, la médecine s'occupe de chaque partie du corps humain. Celui qui soigne la tête a un nom. Celui qui soigne les cœurs a un nom. Celui qui soigne les jambes, les bras a un nom. Celui qui soigne les oreilles, les yeux, ORL, n'est-ce pas, a un nom, ainsi de suite. Ça veut dire que vraiment, il a fallu qu'il y ait une réflexion poussée pour qu'on en arrive à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, les francs-maçons, en général, n'ont pas fait que des mauvaises choses. Je voudrais prendre un dernier exemple pour illustrer mon propos. Moi, j'ai fait toute ma carrière à la mairie de Libreville, à l'hôtel de ville. Je peux vous dire que tous mes patrons, sans exception, étaient des francs-maçons. Mais cela ne les a pas empêchés de me promouvoir, de reconnaître mes mérites professionnels, au point que lorsque je prends ma retraite comme DG.
Très bien. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils le veulent bien, peuvent poser des actes qui soient des actes positifs dans la société, parce que la promotion par le travail, c'est aussi une manière de reconnaître que ce bras valide, cette tête, nous en avons besoin. Parce que ça rentre dans le cadre participatif que l'on demande aux citoyens. Bon, par la suite, nous verrons au cours des évolutions futures, nous verrons maintenant pourquoi il y a autant de contradictions entre l'idéal posé dès le départ et la pratique aujourd'hui. Bon, ça, ce sera l'objet d'une autre émission. Pour l'instant, nous présentons les choses à partir d'une étude de cas qui nous permet de retrouver la généralité de la thématique, c'est-à-dire les sociétés secrètes, leurs objectifs, leurs buts, et ensuite, maintenant, l'ésotérisme de pouvoir. Très bien. Parfait. Alors, je vais me tourner vers M. Ngomo. Il a parlé d'un aspect en rapport avec le social. On a vu comment donc les membres de cette société secrète donc, a œuvré pour améliorer donc, le quotidien des populations. D'accord ? Mais est-ce que dans leur histoire, dans l'évolution effectivement de ce fait social, est-ce que bon, je vais résumer ma question. D'aucuns disent que la Révolution française a été également influencée parce que les principes démocratiques desquels nous nous revendiquons aujourd'hui puisent leur origine dans cette Révolution française, si je peux dire ça comme ça, et peut-être même un peu plus loin, parce qu'on a eu quand même en Angleterre et tout ça, des intellectuels qui, effectivement, qui ont influencé par leur pensée l'élaboration des concepts tels que celui de la République, etc. etc. Mais est-ce que là également, les francs-maçons n'ont pas agi ou n'ont pas participé effectivement à ce que nous pratiquons aujourd'hui dans le cadre de la République? Vous posez là une très bonne question. Mais avant de m'arrêter sur l'action de la franc-maçonnerie en France, et qui effectivement a participé à la chute de la monarchie, je voudrais quand même que l'on revienne sur les différents courants. D'accord. Parce que c'est important que ceux qui nous suivent comprennent qu'il y a des courants dans la franc-maçonnerie. Et il faut comprendre comment ces courants sont arrivés à la réalité. Très bien. Le premier courant régulier, car il y a des courants qui sont jugés irréguliers, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la logique du courant régulier. Le premier courant irrégulier et traditionnel est celui qui est né en Angleterre. Nous sommes là au XVIIIe siècle, anglo-saxon. Ce courant est dirigé par la Grande Loge Unie d'Angleterre. C'est la toute première grande loge qui a été créée. Dans le monde. Dans le monde. Ouais. En Angleterre. Et en France, on parle de la Grande Loge Nationale Française, le GLNF. Et au Gabon, on parle de la Grande Loge du Gabon, le GLB. Eh bien, ce sont des personnes qui définissent la maçonnerie comme un ordre spirituel et moral. Pourquoi ? Parce que dans ce courant régulier et traditionnel, les maçons doivent être déistes, c'est-à-dire qu'ils croient en un Dieu. On parle de la fraternité sous l'œil de Dieu. Donc ce sont des êtres libres, c'est vrai, mais qui doivent croire en Dieu. Ça, c'est la première chose. Et ce Dieu, il appelle le grand architecte de l'univers. Le grand architecte de l'univers. C'est ainsi qu'ils appellent leur Dieu. Et donc, l'architecture nous renvoie naturellement au bâtissement des cathédrales. Le grand architecte de l'univers, excuse-moi, je voudrais qu'on s'attarde sur ça. Architecte de l'univers, c'est-à-dire quoi, par rapport à la manière dont la nature autour de nous est harmonieusement façonnée. Voilà. Il considère que Dieu, pour un franc-maçon, est un architecte qui a organisé le cosmos de la manière la plus intelligente. Et la plus parfaite. Et la plus parfaite. Ouais. Et toute la dimension philosophique, c'est justement essayer de prendre la connaissance des lois qui régissent ce monde. Et se rendre bien compte que c'est parce qu'il y a une intelligence supérieure, un être suprême, qui l'a construit, que cette réalité universelle existe. Très bien. Et ce Dieu, les francs-maçons l'appellent le grand architecte de l'univers. Bien.
Nous sommes là dans le courant régulier et traditionnel. C'est aussi un ordre qui se dit moral, avec un niveau très élevé de moralité. C'est-à-dire qu'un franc-maçon doit être un homme qui pratique la vertu. Un franc-maçon est un homme qui doit être vertueux. La vérité, la justice, l'harmonie. Voici les valeurs qui sont promues par le courant régulier et traditionnel anglo-saxon de la franc-maçonnerie en Angleterre, lorsqu'elle est née. C'est également un courant qui s'interdit de parler de politique. Parler de politique, il n'est pas question de se diviser. Puisque nous sommes des frères, nous devons être unis. Or, la politique est un sujet qui divise. Très clivant. Et donc, généralement, et la politique, et même parfois la religion, sont des sujets qui ne doivent pas faire partie de leur discussion. Très bien. Nous poursuivons. Comme dernier point qui caractérise la franc-maçonnerie qui se réclame du courant régulier et traditionnel, donc le courant anglo-saxon, cette franc-maçonnerie est exclusivement masculine et n'accepte pas les femmes dans ses travaux rituels. Voilà les caractéristiques du courant régulier et traditionnel anglo-saxon qui est le premier courant né, on l'a dit, en Angleterre, plutôt en Grande-Bretagne, précisément en Écosse. Le deuxième courant, et là on retrouve nos amis français. Les Français qui sont peut-être moins attachés que les Anglais à la notion de religion, considèrent, eux, que leur ordre maçonnique est une institution philosophique et progressiste. Voyez-vous la différence déjà. Dans la franc-maçonnerie anglaise, il est question de spirituel et de moral. Dans la franc-maçonnerie française, il est question de philosophique et de progressisme. Alors, donc, il y a 3 points importants que nous devons faire ressortir dans le courant libéral, adogmatique et social, qui est le courant français. Premier point, c'est laboratoire de la société. Deuxième point, c'est la liberté absolue de conscience. Troisième point, c'est l'engagement citoyen. Vous voyez, nous avons là les éléments qui vont participer à la chute de la démocratie, à la chute, pardon, de la monarchie. La monarchie. Voilà. Laboratoire de la société. Elle se définit comme une école de pensée et de recherche de la vérité. Et là, on a des noms des philosophes de lumière qui ont justement été dans cette dynamique-là, tournée vers l'action concrète et le progrès de l'humanité. Ensuite, deuxième point, liberté absolue de conscience. Elle refuse tout dogme. Or, comme vous le savez, les religieux sont par trop dogmatiques. C'est ça. Et on ne sort pas du dogme. Dans la franc-maçonnerie française, il est question de rejeter toute forme de dogme. Et donc la croyance en Dieu ou l'usage de la Bible ne sont pas obligatoires chez les francs-maçons français. Les athées et les agnostiques sont acceptés. Enfin, troisième point, l'engagement citoyen. Les discussions sur les grands sujets sociétaux, laïcité, droits humains, bioéthique, sont encouragées pour éclairer le débat public. En différence avec les Britanniques qui refusent toutes sortes de discussions politiques ou de religion. Voyez-vous déjà la différence? Ceci a justifié que la Grande Loge nationale française se crée, d'accord, en sortant du courant régulier et traditionnel. Mais dans la partie historique, nous allons voir en détail comment cela s'est passé. Voici déjà les 2 courants que nous avons. Il reste encore 3. Le courant mixte et universel. Celui qui a vraiment mis au nu le droit humain et qui a été fondé à la fin du 19e siècle par l'obédience internationale qu'on appelle le droit humain. Alors, cette maçonnerie se définit par l'égalité des 2 sexes. Nous avons vu que dans le courant régulier traditionnel, les francs-maçons
refusent que les femmes participent aux travaux rituels. On va presque dire qu'ils sont misogynes, pour ne pas dire phallocrates. Ils écartent les femmes. Ici, dans le courant mixte et universel, eh bien, on accepte les deux genres. Il y a donc une mixité initiatique et un épanouissement global de la société. La mixité initiatique nous renvoie à l'ordre fraternel qui doit rassembler l'humanité entière sans distinction de genre, de race ou de religion. C'est beaucoup plus englobant. Beaucoup plus englobant. Et l'épanouissement global, c'est que l'on proclame l'égalité de l'homme et de la femme. D'accord. Car à cette époque, en Occident, l'homme et la femme n'avaient pas le même régime de droit. La femme n'avait même, en fait, pratiquement pas de droit. Car les sociétés occidentales sont des sociétés patriarcales qui dénient à la femme son droit. Contrairement aux sociétés africaines qui, depuis le néolithique, 10 000 ans avant Jésus-Christ, étaient déjà matriarcales et reconnaissaient le droit des femmes. On en a discuté la dernière fois sur la polygamie. Tout à fait. Donc, cet épanouissement global permet donc de proclamer l'égalité entre l'homme et la femme et donc de faire en sorte que sur la terre règne la justice pour tous les êtres humains. Au moment où cette franc-maçonnerie se crée, nous sommes là à la fin du XIXe siècle, on vient à peine de sortir de l'esclavage. D'accord? Bien. Donc il faut comprendre que pour certains francs-maçons, quand ils parlent d'égalité, il s'agit d'égalité raciale occidentale. Tout à fait. Les autres peuples sont soit des animaux, soit des biens meubles. Le quatrième courant, c'est le courant féminin. On a vu que les femmes étaient exclues dans le courant régulier. Eh bien, elles ont décidé, elles aussi, d'embrasser, d'accord, l'ordre maçonnique. Et c'est la Grande Loge féminine de France, qui est très active en Afrique francophone, qui, justement, est vraiment à l'origine de ce courant féminin et qui veut véritablement que les femmes entrent dans un espace d'émancipation. Le cheminement au féminin se définit comme un outil qui permet à la femme contemporaine de travailler à son accomplissement intellectuel et spirituel et qu'elle est libérée des structures patriarcales historiques que je relevais tantôt. Et ce courant met également l'accent sur la défense des droits des femmes et des enfants dans la société moderne. Voyez-vous, quand vous entendez ces éléments-là, vous commencez à reconnaître des aspects très importants de lutte qui sont aujourd'hui pratiqués dans nos sociétés. Par exemple, le cas du féminisme. Exactement. Voilà. On peut penser que les planches de certaines féministes franc-maçonnes ont été pour beaucoup dans l'émulation et dans la réflexion et l'émancipation des femmes en Occident. Très bien. Enfin, il y a le courant mystique, celui le courant ésotérique et spiritualiste, celui qui pratique les rites égyptiens. Car il faut toujours faire un lien entre la franc-maçonnerie occidentale et les rites égyptiens, surtout lorsque la maçonnerie spéculative va être en fait partie intégrante à la maçonnerie qui au départ était opératoire ou bien opérative. Et dans le courant ésotérique et spiritualiste, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que ces loges pratiquent les rites dénommés de Memphis et Mizraïm. Mizraïm, c'est Égypte, selon le langage hébreu. Ouais. Memphis, d'ailleurs, même en langue arabe, pour désigner l'Égypte, on dit Masr. Voilà. Ça vient effectivement de cette... Tout à fait. Donc, il y a la voie hermétique et puis il y a la quête théurgique. Alors, c'est quoi la voie hermétique? La voie hermétique se définit moins par l'action sociale que par l'étude de l'alchimie spirituelle, de la Kabbale et des mythologies égyptiennes et gnostiques. Et oui, là, on est vraiment parti dans la dimension très mystique et très ésotérique. Quant à la quête théurgique, c'est le travail en loge, qui est vu comme une scène ésotérique, une ascèse ésotérique, pour reconnecter l'homme à sa dimension divine originelle. Voilà les 5 courants aujourd'hui qui sont pratiqués dans la maçonnerie. Certains sont considérés comme des courants réguliers et d'autres comme des courants irréguliers. Donc les obédiences qui partagent le courant régulier peuvent se voir entre elles
mais elle refuse les obédiences qui appartiennent au courant irrégulier. Alors, vous avez parlé maintenant du rôle des francs-maçons dans l'essor de la Révolution française d'abord, et puis de la démocratie. La démocratie. Oui, s'il vous plaît. Avant que tu n'abordes ce sujet là, il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Là, nous avons présenté les 5 courants qui existent aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. Mais il faut dire que chaque courant a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des actes concrets. Prenons le courant régulier et traditionnel. Ce courant-là porte ce nom pourquoi? Parce que vous connaissez le schisme qui a posé l'Église catholique romaine avec le roi Henri VIII, le roi d'Angleterre, qui crée donc, disons, l'anglicanisme, une partie de la région, comme on appellerait les protestants, les témoins de Jéhovah. Donc ils ont voulu conserver cet aspect du respect de ce que nous, les chrétiens, nous appelons le Tout-Puissant, le Très-Haut, que eux, ils appellent le grand architecte de l'univers, parce qu'ils ont repris les vérités éternelles dans la construction de l'univers pour l'adapter à leur langage, à eux. Eux, ils parlent de grand architecte parce qu'ils y voient là une sorte d'architecture cosmique. Nous, les chrétiens, nous y voyons une œuvre du Très-Haut, du Tout-Puissant, qui pose des lois, et ces lois sont des lois éternelles. C'est pour ça qu'on les appelle les vérités éternelles. Prenons le cas du courant libéral, adogmatique et social. Adogmatique, c'est-à-dire qu'il n'accepte aucun dogme, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas de croire parce qu'il faut croire, mais qui accepte de croire parce qu'il y a quelque chose de positif à croire. Donc quelque chose. Ce n'est pas un rejet en tant que tel de... Ce n'est pas un rejet. Ça veut dire tout simplement qu'on fait appel à la réflexion de l'homme, à sa dimension spirituelle, pour comprendre parfois la complexité de certains problèmes qui se posent dans la nature humaine et que nous ne pouvons pas expliquer par le simple fait de la science ou par le simple fait de la médecine. Prenons le cas d'un fou. Un fou, la médecine va peut-être dire, oui, il a eu quelques neurones en moins, il a quelques cases en moins dans son cerveau et tout, mais la réalité est que lorsqu'on disjoncte, le cerveau disjoncte à plusieurs niveaux et parfois pour très peu de choses. Comment faire pour le remettre en place pour qu'il retrouve le rôle qu'il est censé jouer dans le corps humain? Parce que le cerveau, c'est une boîte d'enregistrement. Mais il y a des étages dans le cerveau. Il y a plusieurs étages d'ailleurs, plusieurs compartiments. Mais il y a 2 étages essentiels. Il y a l'esprit et il y a l'âme. D'accord. L'âme est ce que nous avons au plus profond de nous. L'esprit est ce qui détermine notre manière d'être dans la société, avec nos croyances, notre manière de comprendre, notre manière de voir, de sentir, et ainsi de suite. Et le cerveau, lui, il enregistre et partage ces informations à ces différents étages. Donc, lorsque la franc-maçonnerie française se dit adogmatique, c'est-à-dire qu'elle n'accepte aucun dogme, elle met l'homme au centre de la conscience humaine. Elle appelle l'homme à avoir un esprit de discernement et donc savoir juger les choses par elle-même, mais en plus d'adopter un comportement de juste milieu. Ne pas pencher à gauche, ne pas pencher à droite, mais rester dans le juste milieu pour, justement, revenant en arrière, être jugé enfin au soir de sa vie sur la balance que les Égyptiens nous ont laissée, qui est dans le grand livre des morts, où on vous pèse, on pèse votre âme et votre esprit avec une plume d'oiseau. L'Anubis. Vous voyez? Ça fait que si vous avez accompli des belles œuvres dans votre vie, vous allez quelque part. Nous, les chrétiens, nous avons divisé ce monde-là en 3 dimensions. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Vous voyez? Chez les francs-maçons, les mêmes dimensions se retrouvent, mais appelées autrement. Parce que eux aussi font ces études-là, la recherche spirituelle, la recherche de reconnexion mystique avec ce
Ceux des enseignements que nous n'avons pas retenus, ou bien qui se sont perdus depuis la nuit des temps. Cela fait que on met l'homme au centre de sa propre réflexion pour qu'il juge les choses par lui-même et qu'il apprenne à accepter ce qu'il peut accepter par lui-même et non pas qu'on vienne de lui imposer. Prenons le dernier courant, je ne veux pas aller trop long, le courant mixte et universel. Bien. Nous nous rendons compte que dans le courant mixte et universel, pourquoi on l'appelle mixte? Parce qu'il y a complémentarité entre l'homme et la femme. Ouais. C'est pour ça qu'ils acceptent les femmes. Parce que parler d'égalité, ça veut dire qu'on reconnaît que Dieu a créé deux êtres humains. Un avec une nature féminine, l'autre avec une nature mâle. Donc les deux se complètent. Donc il n'y a pas de raison que lorsque nous menons des réflexions profondes sur la société, sur l'évolution de la société, sur le devenir d'un pays, d'une nation, qu'on mette de côté ces gens-là qui représentent parfois dans certains pays 60 à 70% de la population. On ne peut pas les négliger. Il faut donc les associer, voir si on peut retenir de leur réflexion quelque chose qui soit positif et qui permette à la société d'avancer. C'est pour ça que le courant mixte et universel, vous voyez bien, mixte, c'est-à-dire il prend en compte les êtres, la femme et l'homme. En fait, c'est tout ce qu'on a dans l'univers, hommes et femmes. Il les mélange pour en faire quelque chose de dynamique, pour sortir quelque chose de nouveau. Bien, à partir de ce moment, il faut quand même aussi regarder de l'autre côté. Pourquoi, dans ces sociétés-là, ce sont des penseurs qui, eux, ont vu plus vite ce que pouvait apporter la femme dans la société. Parce que eux, ils avaient des réflexions qui étaient en avance sur leur temps, d'où la philosophie des Lumières. N'est-ce pas? La lumière, c'est parce que ils étaient plus éclairés que les gens de leur époque. Tout à fait. Mais maintenant, les réticences politiques, sociales, faisaient que la femme était un peu confinée dans un rôle bien à part. Justement, je vais rebondir sur ça pour introduire l'autre courant qui vient par la suite. Est-ce que cette marginalisation n'est pas à l'origine du courant féministe qui vient juste après? C'est pas en réaction, effectivement, à cette mise à l'écart? Je ne dirais pas que c'est en réaction à la mise à l'écart, parce qu'il faut d'abord regarder comment les sociétés occidentales étaient constituées sous la monarchie. D'accord. Il y avait quoi? Il y avait la noblesse, il y avait le clergé, et il y avait ce qu'on appelait le tiers-état. Tout à fait. Le tiers-état, c'était un peu, nous tous, citoyens, modestes, issus de familles. Le bas peuple, en fait. Le bas peuple, bien. Dans la monarchie, la noblesse représentait quoi? La noblesse représentait les classes supérieures. C'est-à-dire le roi et sa cour, quoi. Le roi, sa cour, avec ses différents titres, marquis, duc, duchesse, prince, et ainsi de suite. Le clergé, lui aussi, avait un ordre. Le pape, les cardinaux, les évêques, les archevêques, les évêques, les prêtres, les diacres, et tout ce que vous voulez. Donc, ça obéissait à des ordres de pensée bien précis. Tout à fait. Maintenant, le tiers-état, lui, pouvait être composé de tout le reste du peuple, pour peu qu'ils aient été lettrés. Ça veut dire qu'on rendait l'enseignement, peut-être pas encore obligatoire, mais l'enseignement existait déjà et commençait à s'élargir. De deux, on introduisait les femmes, parce qu'on estimait que les femmes aussi ont leur part à jouer dans l'évolution d'une société. Vous prenez la France, par exemple, dans les révolutions du 19e siècle, vous voyez bien la Marianne, c'est une femme, parce qu'elle a combattu. Vous voyez Jeanne d'Arc, c'est une femme, parce qu'elle a combattu. Donc, le féminisme tel qu'il est exploité aujourd'hui pose problème dans la mesure où peut-être que les femmes elles-mêmes qui le pratiquent ont oublié les fondements de ce féminisme-là. Parce que lorsque je regarde ce qui se passe chez nous, j'ai l'impression qu'on a interverti les choses. Le féminisme veut quoi en Afrique? Quand vous regardez bien, réclame des postes de pouvoir, réclame la haute fonction publique, réclame les postes dans les institutions. Mais est-ce que le féminisme ne s'arrête que dans l'occupation des postes de pouvoir? Mais maintenant, le positionnement social, l'éducation des enfants, la responsabilité de la femme mariée, et j'en passe, l'éducation de nos jeunes filles et tout. Oui.
Donc il ne faut pas qu'on renverse les rôles, qu'on revoie les choses à leur juste dimension et qu'on donne à chacun des pans, n'est-ce pas, les moyens d'évoluer. Émancipation, c'est un peu l'équivalent d'affranchissement. On peut être affranchi, mais être un parfait imbécile. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on vous a affranchi que vous devenez quelqu'un de bien du jour au lendemain. Ouais. Il y a bien eu l'abolition de l'esclavage, M. Bouka. Mais est-ce que l'abolition de l'esclavage a fait en sorte que les Africains prennent conscience de leur situation sur cette planète, puisqu'ils acceptent l'esclavage volontaire à travers différents mécanismes? Donc il y a là un lot de questions. Moi je pense très sincèrement que les francs-maçons, eux qui sont censés étudier ces questions-là en profondeur, puisqu'ils ont des cadres de travail appropriés, devraient réfléchir et commencer à remettre en question un certain nombre, n'est-ce pas, de croyances ou de fictions qu'on leur vend. Bon, je voudrais terminer en disant que, parlant maintenant de la colonisation, nous voyons bien que ces sociétés secrètes occidentales sont arrivées avec la colonisation. Parce que pendant la période de l'esclavage, ils n'avaient pas besoin de venir chez nous pour nous faire connaître ces choses-là. Ils avaient déjà mis les verrous de sûreté. Notamment pendant l'esclavage en France, par exemple, il existait le Code noir. Je crois que vous l'avez lu. Oui, bien sûr. Bon. Pendant la colonisation, il a existé l'indigénat, le travail forcé. Le statut de l'indigénat, le travail forcé. Donc vous voyez, c'était des verrous pour conserver, justement, les nègres, les noirs que nous sommes, dans leur état. L'état d'esclavage. Et le comble dans cette affaire, M. Bouka, il faut le dire, c'est que c'est un pape de l'Église catholique. Un pape de l'Église catholique. Ceux qui veulent faire de la recherche, vous rentrez sur Internet et vous verrez quel est le pape qui a pris l'édit, c'est-à-dire un décret papal, pour instituer l'esclavage. Et quand je vois beaucoup de nos concitoyens admirer ce bonhomme comme s'il était Dieu, mais il n'y a pas de Dieu sur terre. C'est vous dire que parfois, lorsque nous regardons les différents courants que nous avons étudiés, nous devons aussi regarder pourquoi il y a autant de contradictions entre ces différents courants et qu'est-ce que chacun des courants a produit pour qu'on puisse avancer sur le débat. Parce que, il faut le dire, ceux de nos compatriotes qui sont des francs-maçons, nous ne les exigeons pas. C'est un problème personnel, ils y sont rentrés soit par cooptation, soit par volonté personnelle, mais qu'ils aient quand même le courage, devant l'évolution des choses, de se remettre un peu en question sur un certain nombre de valeurs qu'on leur apprend et qui ne collent pas du tout, non seulement avec notre culture, mais avec notre être profond. Donc il y a là, vous voyez, encore un travail personnel à faire, et il y a là tout un travail de fond sur plusieurs plans que nos frères maçons devraient aborder, parce que nous sommes des sociétés qui sommes en but, à beaucoup d'obstacles, à beaucoup de difficultés, mais les autres nous mettent ces obstacles-là parce qu'ils savent que nous n'avons pas poussé la réflexion très loin. D'accord. Il faut que nous aussi, nous poussions la réflexion à un certain niveau qui fait qu'à un moment donné, on est capable de dire, bon, bah, écoutez, si chez vous ça passe, peut-être ça, chez nous ça ne passe pas, parce que c'est incompatible avec ce que nous sommes, c'est incompatible avec nos croyances, nos traditions, nos cultures. C'est absolument nécessaire, cela. Alors, déjà, merci pour cet éclairage, très pertinent. Je vais reformuler ma question que j'ai posée tout à l'heure à M. Ngomo. Quand M. Nestor Obiang a présenté effectivement la genèse des sociétés secrètes, notamment de la franc-maçonnerie, il a dit que c'était à l'origine, on va dire, des espèces de corporations, d'accord? Donc en fait des métiers. Alors, comment on fait pour passer du métier à la pensée? Tout à l'heure, je disais que on a vu le rôle qu'a joué les francs-maçons lors de la Révolution française, avec toute la panoplie de valeurs qu'ils ont effectivement mis en valeur, la liberté d'expression, la démocratie, l'égalité, tout ça. Donc voilà, on va de quelque chose qui était corporatif à la base vers quelque chose qui devient hautement intellectuel. Alors comment cette évolution s'est-elle opérée? Vous posez en fait la question du processus d'évolution du métier à la pensée. À la pensée. Tout simplement. Voilà. Donc de la corporation des artisans et des tailleurs de pierre
vers maintenant ce qu'ils ont appelé la franc-maçonnerie spéculative. Exactement. Pensez structurée. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Nous sommes là en fait au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge se situe entre le Xe et le XIVe siècle à peu près. Et c'est pendant cette période-là que justement des ouvriers, des artisans très qualifiés et qui étaient souvent recrutés pour bâtir les cathédrales, bâtir des grands monuments, d'accord, avaient la possibilité de travailler ensemble. Et comme ils étaient souvent des ouvriers très qualifiés, il fallait qu'ils prouvent justement leur qualification à travers des mots de passe secrets qu'ils avaient. Donc à travers un mot de passe, on entrait dans une corporation et on pouvait donc travailler et montrer de quoi on était capable. Et quand vous regardez comment sont construites les cathédrales, vous vous rendez compte de quel niveau de technicité nous avions à faire. C'est quand même des bâtiments assez majestueux. Majestueux et vraiment avec une finesse parfois dans certains décors, dans certains détails. Exactement. Donc vraiment, on avait des ouvriers très qualifiés qui faisaient du travail de qualité. Et puis, progressivement, cette corporation-là, on commençait à recevoir des personnes qui n'appartenaient pas à la profession. C'est-à-dire des bourgeois, des avocats, des juristes, des nobles, des scientifiques, des écrivains. Et quand ces derniers sont entrés, on les a considérés comme étant des francs-maçons acceptés ou spéculatifs. Parce qu'eux, ils ne pratiquaient pas. Eux, ils parlaient. On les acceptait parmi nous, donc francs-maçons acceptés. Mais comme ils ne pratiquaient pas l'art justement de la construction, l'art justement de travailler pour tailler des pierres et construire donc des bâtiments, des cathédrales, eh bien, ils étaient plutôt des discoureurs. Et là, on parle maintenant de maçonnerie spéculative. Alors, à quel moment, de manière fondamentale, va se créer la franc-maçonnerie spéculative? Il est dit que l'acte de naissance officiel de la franc-maçonnerie spéculative moderne a lieu précisément le 24 juin 1777 à Londres. En fait, dans une taverne, précisément à Londres, 4 loges qui venaient à la fois de Londres et puis de Westminster se sont retrouvées et ont décidé donc d'établir là ce qu'ils ont appelé les constitutions d'Anderson, c'est-à-dire un pasteur qui avait justement mis en place un texte fondateur qui fixe les règles et les valeurs de tolérance de l'ordre. Très bien. Voilà à quel moment on situe historiquement la naissance de la franc-maçonnerie spéculative, ce qui finalement va demeurer jusqu'aujourd'hui. Car les francs-maçons tailleurs de pierre, eh bien, on ne les connaît plus. C'est désormais la maçonnerie spéculative qui va exister à partir du XVIIIe siècle. Nous sommes là en 1717-1723. Maintenant, cette maçonnerie spéculative va donc s'étendre en Europe. Entre 1720 et 1730, elle va atteindre la France, l'Allemagne, l'Italie. Mais ces pays ont leur propre réalité, ont leur propre conception et vivent encore sous le joug des monarchies. Notamment la France. Eh bien, ces carrefours intellectuels majeurs qui vont donc être créés par les francs-maçons vont participer à l'avènement de ce qu'on appelait les penseurs de lumière, les siècles, d'accord, de lumière. Les siècles de lumière. Ouais. Voilà, qui vont favoriser les idées libérales, égalitaristes et philosophiques. Et là, on voit la marque de la France, la marque des francs-maçons français. Ouais. Et à partir de cet instant-là, les Français qui, eux, pour la plupart des francs-maçons, on citera leur nom plus tard. Parce qu'il faut que les Gabonais sachent qui étaient les francs-maçons en France, qui ont permis justement la chute de la monarchie et l'avènement de la révolution et plus tard de la démocratie. Donc ces francs-maçons français, beaucoup étaient anticléricaux. Donc contre la religion. Contre la religion catholique. Car ils ne supportaient pas l'oppression, le joug que faisait peser sur le peuple de France, eh bien, la puissance du clergé et la puissance royale qui lui était assujettie. Donc beaucoup étaient dogmatiques. Et donc, ils se sont inscrits en dehors de la logique religieuse et donc en dehors donc, du courant régulier traditionnel qui venait de Grande-Bretagne. Très bien. Nous avons là le schisme qui va s'opérer. Ah oui. Un schisme va s'opérer et qui va donc diviser désormais
l'Europe en deux grands courants. Il y aura le courant régulier, dont on a parlé tout à l'heure, dont on a présenté les caractéristiques, et puis qui est, on a dit, dirigé par la Grande Loge unie d'Angleterre, et puis il y aura le courant, qualifié d'irrégulier, mais que les Français considèrent comme le courant libéral ou adogmatique, qui lui va vraiment bien s'implanter en France. Et c'est justement en France qu'en 1877, le Grand Orient va supprimer l'obligation de croire en un Dieu, laissant à chacun la possibilité de croire ou de ne pas croire. Voyez-vous? Et je voudrais, avant maintenant de rentrer dans les noms, parce que vous avez parlé des Français, dire pourquoi les francs-maçons ont cultivé le secret. D'abord, le secret et aujourd'hui la discrétion. Les francs-maçons, il faut le dire, se sont toujours élevés contre toutes les formes d'absolutisme ou de totalitarisme. C'est leur marque de fabrique. C'est des personnes qui sont portées par la liberté, portées par la volonté de voir une société plus juste émerger, de lutter contre les privilèges et de donner la possibilité à un monde meilleur de vivre et de coexister pacifiquement. C'est ça leur philosophie, ça leur logique, ça leur pensée. Est-ce que ce n'était pas par intérêt aussi, vu que voilà, on avait à l'époque voilà, le clergé et surtout la noblesse qui concentrait quasiment tout? Oui, bien sûr, on peut penser que les aristocrates, qui beaucoup étaient francs-maçons, se disaient qu'en faisant tomber la monarchie, peut-être qu'eux, ils pourront prendre le contrôle de la gestion du pouvoir. De ce fait, le clergé et la monarchie étant plus aux affaires, c'est donc l'aristocratie maçonnique qui allait donc maintenant pouvoir assurer le destin de la France ou bien le destin des nations qui verraient à leur tête émerger donc des francs-maçons. Oui, ça peut être possible. Mais c'est ce qui va se passer par la suite. Voilà. Oui. Mais je voulais parler du secret. Les francs-maçons ont souvent été persécutés. Ils ont été persécutés par la monarchie. Voilà pourquoi ils étaient obligés de faire leur réunion en secret. On est dans une taverne. Donc on suppose peut-être au fond de la taverne, ils sont allés créer justement leur loge, la grande loge d'Angleterre. Parce que s'ils avaient fait sur place publique, peut-être qu'ils auraient été arrêtés et assassinés. Parce que les positions que les francs-maçons tenaient au XVIIIe siècle allaient à l'encontre de l'ordre établi. Tout à fait. Donc, il fallait se cacher pour préserver sa vie et mener le combat. Il fallait non seulement se cacher, mais avoir des mots de passe, des codes. Tout à fait. Pour communiquer entre eux. Exactement. Donc, maintenant, on va répondre à votre question. Vous avez donc le roi Louis XVI, qui est au pouvoir en France, avec sa femme, qui, semble-t-il, aurait fait beaucoup de dépenses et le peuple français n'en pouvait plus. Et, en réalité, les guerres que les rois précédents ont menées et les travaux somptueux que Louis XIV a réalisés avec le château de Versailles ont endetté la France. Et le peuple n'en pouvait plus à cause du tribut, à cause des impôts. Et donc, dans des cercles cachés, des penseurs de lumière, je vais citer maintenant leur nom, Voltaire, qu'on nous a demandé de lire avec Candide, ou Zadig. Zadig, moi je l'ai lu en classe de seconde. Jean-Jacques Rousseau, qu'on nous a demandé de lire avec le contrat social. Condorcet, qu'on nous a demandé de lire, je crois. Albert de Tocqueville, qu'on nous a demandé de lire. Il a écrit de la démocratie en Amérique. Lafayette, qui fut un grand général français. Et qui a aidé les Américains dans la guerre de sécession. Exactement, aux côtés de George Washington. Voilà. Victor Schweitzer, qui aurait aboli la version occidentale de l'esclavage. Député de la Guyane. Frédéric Auguste Bartholdi, qui fut un créateur célèbre de la Statue de Liberté à New York. Léon Bourgeois, homme d'État français, théoricien du solidarisme, et prix Nobel de la paix en 1920. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont des francs-maçons. Et on voit l'œuvre qu'elles ont apportée pour la France. Je dis bien pour la France, parce qu'elles ont contribué à faire émerger l'idée qu'on ne pouvait pas mettre le pouvoir entre les mains d'un seul homme. Il fallait que ce pouvoir soit divisé à l'époque en trois, et que ces trois pouvoirs puissent s'équilibrer en assurant à chaque fois le contre-pouvoir nécessaire. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Toutes les républiques du monde sont bâties sur ce principe-là. C'est un principe des francs-maçons.
sont les penseurs de lumière qui ont érigé la République moderne, avec donc ces concepts-là, qui aujourd'hui pour nous sont des dogmes sur lesquels reposent toutes les républiques. C'est donc un satisfait qu'il faut donc leur délivrer. De leur reconnaître. Même si, au passage, il faut dire que Voltaire était un esclavagiste. Tout franc-maçon qu'il était, il était néanmoins propriétaire de bateaux qui vendaient des nègres aux États-Unis. Lafayette, c'est vrai, était aux côtés de George Washington pour mener la guerre contre l'impérialisme britannique, mais Lafayette n'a pas participé à l'abolition de l'esclavage. D'accord? Donc lui aussi, il était dans la logique de Voltaire. Peut-être esclavagiste, peut-être raciste. Mais tu vas trop loin. George Washington lui-même était esclavagiste. Jean-Jacques Rousseau, c'était un raciste. Tocqueville, ils n'ont pas pensé au sort des Noirs. Donc vous voyez, on peut être franc-maçon et puis faire avancer sa propre société, donner des idées qui sont, semble-t-il, des idées universelles, mais que soi-même on ne partage pas quand il s'agit de certaines contrées du monde. Voyez-vous, ça montre les limites, finalement. Du deux poids, deux mesures. Entre l'idéal recherché et la réalité de l'être humain. Car l'être humain vit dans un contexte, ce contexte-là. Oui, mais l'idéal et la réalité de l'être humain, là, c'est carrément des intérêts, puisque vous avez dit l'autre était possesseur de bateaux qui vendait des nègres, ouais. L'autre, je ne sais pas c'était quoi là, ce qu'il faisait. Donc, vous voyez que là, on a une opposition entre les idées et puis l'intérêt. Tout à fait. Bon, j'aimerais continuer avec d'autres francs-maçons. Parce qu'il faut que ceux qui nous écoutent, parce qu'après on va aborder la question des francs-maçons au Gabon et en Afrique. Et on va voir le grand écart entre ces noms qu'on vous cite là, qui sont restés dans l'histoire, et les noms de nos amis francs-maçons, d'ailleurs, qui se cachent, et qui peut-être risquent de ne pas rester dans l'histoire. Frédéric II de Prusse, c'est-à-dire le roi de Prusse, il était franc-maçon. Johann Wolfgang von Goethe, l'un des plus grands écrivains et poètes de la littérature mondiale, initié à la loge Amalia de Weimar, était un maçon. Gotthold Ephraim Lessing, écrivain et dramaturge de lumière, était un maçon. Nous sommes là en Allemagne. Kurt Tucholsky, journaliste, écrivain et satiriste engagé de la République de Weimar, farouche opposant au nazisme. Donc, il a mis sa vie en jeu pour s'opposer à Hitler. C'était franc-maçon. Aux États-Unis, parlons un peu des maçons états-uniens. George Washington, premier président des États-Unis, celui qui s'est battu pour l'indépendance donc de son pays face à l'Empire britannique et qui a eu le soutien de Lafayette, on le disait tantôt. 1732-1799, il était un grand franc-maçon. Benjamin Franklin, imprimeur scientifique, inventeur du paratonnerre et l'un des pères fondateurs des États-Unis. 1706-1790. C'était un franc-maçon. Franklin Delano Roosevelt. Mark Twain, 1835-1910. Écrivain et humoriste majeur, auteur des aventures de Tom Sawyer, qu'on a suivi en dessin animé quand on était jeune. C'était un franc-maçon. Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Delano, oui. 1882-1945. 32e président des États-Unis. Unique dirigeant américain élu à 4 reprises. Instigateur du New Deal qui a relevé donc l'Europe et les États-Unis. C'était un franc-maçon. Parlons maintenant des Britanniques. Oh, tu as oublié Buzz Aldrin, oui, l'astronaute. Tout à fait. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, c'est un astronaute, deuxième homme à marcher sur la Lune, franc-maçon. Je finis avec les Britanniques. Winston Churchill, 1874-1965, qui a résisté à Hitler et qui l'a vaincu, franc-maçon. Arthur Conan Doyle, écrivain et médecin écossais, franc-maçon. C'est lui qui a créé le personnage de Sherlock Holmes. Rudyard Kipling, 1865-1936, écrivain majeur et prix Nobel de littérature, auteur du livre de la jungle, franc-maçon. Alexander Fleming, médecin biologiste et pharmacologue écossais,
découvreur de la pénicilline et prix Nobel de médecine. Franc-maçon. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'impact que ces francs-maçons ont eu dans leur société? L'Europe vivait sous la monarchie absolutiste, avec un homme seul, le roi, qui décidait de tout. Et les autres étaient ses sujets. Les autres étaient ses sujets. Et ils décidaient de la vie et de la mort par un simple édit, un simple décret. Les francs-maçons ont remis cela en cause. Ils ont proposé la République, la chose commune, dans laquelle nous tous nous pouvons participer, sur la base des valeurs de liberté, égalité, fraternité. La devise de la France est une devise maçonnique. Maçonnique. Ce sont les francs-maçons qui l'ont conçue. Et même la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, quand elle a été conçue, c'était dans des loges maçonniques. Non, pas la déclaration universelle, non, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La déclaration universelle, ça c'est... 1948, ça c'est à San Francisco. Très bien. Donc effectivement, les noms se rejoignent. Mais on voit que l'action des francs-maçons dans ces différents pays qu'on a présentés, à travers des noms illustres que nous avons appris à l'école, ou qui figurent dans les livres d'histoire, leurs actions ont été positives et ont permis à l'humanité de réaliser des sauts qualitatifs. Donc on ne peut que se réjouir que des hommes appelés francs-maçons, même s'ils sont dans le secret, ont participé à l'évolution de la société. Je voudrais terminer, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, sur la quantité, le nombre de francs-maçons qui existent dans le monde. Allez, rapidement. Très rapidement. Aux États-Unis, vous avez, en termes de loges, environ 15 000 loges. Et ils sont estimés à 870 000 francs-maçons. Le pays compte à peu près 350 millions d'âmes. La Grande-Bretagne, il y a 8 000 loges en Grande-Bretagne. Environ. Et le nombre estimé de francs-maçons s'élève à 220 000. En France, nous avons 6 000 loges qui existent. Le nombre s'élève à 180 000. En Italie, 1100 loges. Il n'y a que 40 000 environ francs-maçons. Et en Allemagne, 500 loges, voyez-vous. Et il n'y a que 15 000 personnes qui se déclarent francs-maçons. Elles se déclarent. Ce qui est étonnant, c'est qu'ici, nos francs-maçons gabonais ne veulent pas se déclarer francs-maçons. Il y a toute une omerta. Il y a toute une omerta. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est la question qu'on va aborder certainement la semaine prochaine, quand on va entrer dans le cadre de la maçonnerie au Gabon. Mais il était important de montrer aux Gabonais que lorsqu'on parle de la franc-maçonnerie, lorsqu'ils entendent les francs-maçons, ils doivent savoir que les francs-maçons ont permis de participer à l'abolition de l'esclavage, ont permis de participer à l'école publique gratuite et laïque, ont permis de participer à l'émergence des droits des femmes, ont permis de participer aux libertés syndicales et associatives, ont permis de participer, comme le disait mon frère, à la création d'hôpitaux aux États-Unis qu'on appelle Shriners. C'est-à-dire ce sont des branches de la maçonnerie américaine qui financent et gèrent un réseau de 22 hôpitaux pédiatriques. Pédiatriques aux États-Unis. Voyez-vous? Et les différents soins sont dispensés gratuitement. Gratuitement. Puisqu'ils n'ont pas un système de sécurité sociale. Voilà ce que font les francs-maçons. D'accord? Et donc, si nous pouvons apporter cette lumière... On peut aussi quand même ajouter, j'estime important, un refuge pour les valeurs de liberté d'expression et de la culture. Voilà. Oui, effectivement. Comme les francs-maçons, surtout adogmatiques, ne supportent pas que l'homme soit écrasé par la tradition de manière stupide, que l'homme soit enfermé dans des carcans culturels, on lui donne la possibilité d'exprimer son avis dans le respect d'autrui. Et donc de permettre que sa nature, son identité s'exprime tout naturellement et qu'il s'épanouisse. Et les francs-maçons offrent ce cadre. Alors que dans les sociétés traditionnelles anciennes, surtout sous la monarchie, eh bien l'individu ne comptait pas. Sa personnalité ne comptait pas. Ce qu'il avait à dire ne comptait pas. Ce qui comptait, c'est ce que voulait le roi ou bien le seigneur. Donc, les francs-maçons ont quand même participé à cette libéralisation des sociétés occidentales. Mais nous verrons que leurs actions en Afrique sont malheureusement
à déplorer. On pourra en discuter la prochaine fois, parce que tout le bien qu'ils ont pu réaliser dans leur pays d'origine, il n'est pas indiqué, il n'est pas dit qu'ils ont eu la même démarche en Afrique. Oui, peut-être parce qu'il faut dire aussi, voilà, la cooptation des élites africaines à ça, peut-être qui se fait au lendemain de la décolonisation, voilà, obéit à une autre logique. Obéit à la logique de l'endocoloniat pour continuer à servir les intérêts occidentaux. Donc, je voulais quand même ajouter quelque chose, M. Bouka. Parce que nous avons montré ce que les francs-maçons ont fait, qui est grandiose. Mais ils l'ont fait dans un espace de temps, un lieu, n'est-ce pas? C'était chez eux. Ils ont permis une des grandes avancées. Malheureusement, lorsque nous parlons des francs-maçons en Europe, dans leur milieu naturel, nous ne devons pas automatiquement rejeter la même conduite ou le même comportement chez nous en Afrique. Ce sont eux qui ont porté ces choses-là. J'aimerais prendre un exemple. Au moment où on crée la franc-maçonnerie en Europe, en Angleterre et tout ça, mais nous étions quoi? Nous étions sous la traite négrière, l'esclavage. Voilà des gens qui avaient des grandes idées pour leur propre pays, mais qui n'acceptaient pas que des peuples issus d'ailleurs aient la même liberté. Nous, regardons, lorsque nous arrivons au XVIIIe siècle, enfin au début du XIXe siècle, il y a ce qu'on appelle l'essor du capitalisme. C'est-à-dire que les bourgeois qui, à travers le commerce, notamment les commerçants de Nantes, Bordeaux et tout ça, pour ne prendre que la partie française, parce que ce que beaucoup de Gabonais ne savent pas, c'est que les Boué-Villomètre, quand ils sont arrivés ici, ce n'était pas une mission militaire, c'était une mission commerciale. Il fallait qu'ils trouvent des endroits où implanter les comptoirs coloniaux. Bon, c'est des faits d'histoire. Ceux qui font un peu de la recherche, ceux qui veulent bien comprendre, n'ont qu'à aller sur Internet, c'est maintenant libre. Il y a même des rapports déclassifiés sur des choses beaucoup plus graves. Donc tout le monde peut accéder à la connaissance. Maintenant, parlons de démocratie. Cette démocratie qu'on nous vend, avec un livre de l'utilisateur, un manuel de l'utilisateur, mais la démocratie n'est pas née en Europe. Elle n'est pas née en France ni en Angleterre. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, l'Angleterre est une monarchie parlementaire. La démocratie est née en Égypte. Je regrette. Par ricochet, lorsque les Français arrivent ici, les peuples de la côte qu'ils trouvent démocrates, c'est qui? C'est les Apinji, les Tsogo, les Benga, les Fan. Apinji, oui, au niveau de la côte? Oui. Apinji, c'est pas l'intérieur du pays? Non, avant d'aller à l'intérieur du pays, ils ont commencé par la côte avec les, comment vous les appelez là, les Bingom, les Akele. Ils étaient ici plein, d'ailleurs, ils avaient un quartier, vous êtes en plein dans leur quartier, là, Nomba Akele. Ah, d'accord. Nomba Akele. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, donc, ils ont trouvé des sociétés où les choses se discutaient de manière libre entre représentants de chaque famille. Donc, ils avaient là une forme de démocratie. La culture de la palabre avec voilà. Ils ont trouvé là une forme de démocratie directe qui n'existait pas chez eux. Parce que, rappelez-vous, le corps de garde. Voilà. Lorsque les Français arrivent chez nous, ils sont dans la monarchie. Le roi s'appelle comment? Louis XVI. Non, il s'appelle Louis-Philippe. Le roi Louis-Philippe. Ouais, Louis XVI, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus avant. Ouais. Donc, ils étaient encore dans la monarchie. C'est donc les navires des militaires français qui font la colonisation du Gabon. D'abord, pour y créer des comptoirs commerciaux, et puis en plus, ils installent un fort de Mal, là où se trouve Sainte-Marie. Exactement. Ouais. Et qui maintenant, petit à petit, vont faire la passe aux administrations civiles à partir de 1870 pour créer la colonie du Gabon. Ouais. Tous ces faits historiques nous démontrent que si chez eux, les penseurs ont pensé à leur pays et à leur société, il n'en était pas de même pour ceux qui avaient déjà été leurs esclaves. Et même jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire, ils nous considèrent toujours comme étant des esclaves. Mais cette fois-ci, c'est de l'esclavage à ciel ouvert, parce qu'ils ont des endocolons à la tête de nos États, dans nos gouvernements, dans toutes les institutions. C'est-à-dire des gens, comme le disait François Non, des peaux noires, masques blancs. Ouais.
et qui obéissent au doigt et à l'œil, mais sans savoir qu'en réalité, ils sont dans ce qu'on appelle une soumission volontaire, un esclavage voulu. Parce que la remise en question que nous voulons, c'est quand même qu'ils regardent de manière lucide, de manière objective, un certain nombre de choses qui leur ont été apprises, mais qui ne collent plus aujourd'hui. Mais la preuve est toute simple. Tout le continent africain aujourd'hui, et d'autres parties du monde, réclament quoi en réalité? La liberté. La liberté, exactement. Eux, ils ont réussi à le faire chez eux. Pourquoi n'acceptent-ils pas que les autres soient libres? Pourquoi toujours rester dans la prison de la dette, la prison du CFA, la prison de ceci, les bases militaires. Les bases militaires et tout ça. Donc il faudrait que déjà à leur niveau là-bas en Europe, qu'ils se remettent en question et que nous ici, nous affirmions la reprise en main de notre identité, de nos cultures, de nos traditions, celles qui font de nous des hommes dans le temps et dans l'espace et qui font de nous ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme les peuples noirs vivant en Afrique. Nous n'avons rien de commun avec les Occidentaux. Il faut qu'ils apprennent à respecter ça. C'est pour ça qu'ils ont... En plus du fait que voilà, les obédiences auxquelles ils appartiennent, voilà, si on se base sur ce que les Occidentaux ont fait chez eux, voilà, normalement, ils devraient Moi, je suis, Monsieur Bouka, je suis à la fois chrétien parce que c'est une religion que j'ai embrassée, comme vous êtes musulman, et pourtant nous allons nous entendre, n'est-ce pas? Mais je suis aussi bouddhiste. Hein. Oui, je pratique le bouddhi. D'accord. Bien, pratiquant le bouddhi, j'ai une autre vision, une vision complètement différente de toutes les inepties qu'on nous vend. Parce que le bouddhi, lui, m'amène droit dans le chemin que je veux. Il me donne des idées que je n'avais pas auparavant. Et donc, il me permet de me situer dans le temps et dans l'espace. Pour me reconnaître enfin comme étant un écan. C'est-à-dire quelqu'un qui appartient à une grande civilisation et qui est fier de cette civilisation. Moi, je n'en ai pas honte. Je ne serai jamais blanc, moi. Très bien. Alors, donc, déjà, préciser que nous arrivons quasiment au temps, au terme de cette émission. Mais quand même, je vais juste vous demander rapidement, 2 minutes chacun, de faire un dernier tour de table. Voilà. Voilà. Donc, je vais commencer par M. Ngomo, rapidement, en 2 minutes. Un mot de fin. On vient de le voir là, à travers donc ce qui a été dit sur les définitions, sur les généralités, sur l'histoire, l'origine de la franc-maçonnerie, les personnalités illustres qui se sont fait connaître à travers les actions qu'elles ont posées pour l'humanité et l'impact que ces actions ont eu sur la société. On vient de voir que c'est une aventure humaine qui se circonscrit dans le cadre de l'environnement où la personne qui se dit franc-maçon, d'accord, agit. En d'autres termes, on ne va pas attendre des francs-maçons de France en 2026 qui réfléchissent aux problématiques du Gabon. Ce qu'on attend maintenant, c'est que les Gabonais qui ont été initiés, qui ont été formés, qui ont les outils, ils ont donc l'équerre, ils ont le compas, ils ont le fil, eh bien réfléchissent aux réalités de leur pays et apportent des solutions aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés. C'est cela qu'on attend maintenant des francs-maçons. On n'attend pas de le rôle qu'ils sont en train de jouer et que nous allons décrypter de manière objective et précise la semaine prochaine. Voilà pourquoi nous demandons aux internautes et aux téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui de nous suivre encore le vendredi prochain, parce que là, nous allons dire des choses qui concernent les francs-maçons de notre pays. Je suis habillé, j'ai pris la parure traditionnelle des frères de lumière. Il manque le pins. Voilà. Je n'ai ni le pins, comme vous le voyez, et ni la bague, parce que je ne suis pas un franc-maçon, même si je respecte la franc-maçonnerie, telle qu'elle est pratiquée selon les concepts originels. Mais il y a des choses à dire de la manière dont la franc-maçonnerie est pratiquée dans notre pays, et on reviendra sur ce point, je l'espère, la semaine prochaine. Très bien, monsieur Obiang. Oui, pas grand-chose à dire, simplement faire un constat, parce que nous traitons là, nous avons pris comme cas d'étude la franc-maçonnerie, c'était pour faire apparaître les différentes contradictions quand on se situe d'un point par rapport à un autre. Les Français disent vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Ça veut dire que ce qui est vrai en France n'est pas vrai au Gabon, n'est pas vrai en Afrique. Bien. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un
qui est volontaire pour essayer de faire avancer le pays. Nous savons que les principales luttes, les principales difficultés qu'il a, c'est à l'intérieur de ces obédiences maçonniques. Parce que certains, habitués à leurs bêtises, se disent, bon écoute, si lui veut faire avancer le pays, c'est tant mieux pour lui. Nous, on reste coincés dans nos habitudes, on ne veut pas en démordre, pourvu qu'il nous laisse tranquille. Mais alors, dans ce cas, il y a une contradiction. Comment pouvez-vous demander la participation collective de tout un peuple, c'est-à-dire tous les braves valets qui se sont exprimés, n'est-ce pas, lors du vote, presque 95% de Gabonais se sont exprimés librement. Et ils ont choisi de porter à la tête de l'État quelqu'un. Ce quelqu'un, nous lui apportons notre soutien. Parce que nous estimons que même s'il appartient à une société secrète, mais lui au moins, il nous prouve qu'il veut faire avancer les choses. Exactement. Et donc nous devons lui apporter notre concours, notre soutien. Mais les luttes entre eux-mêmes posent un problème. Pourquoi ces gens-là luttent-ils contre quelqu'un qui veut faire avancer le pays? Nous voyons déjà les efforts qu'il accomplit et ils veulent que tout le peuple accepte qu'il paye des agitateurs, des, comment vous les appelez là, des influenceurs et autres, mais des gens qui n'ont pas de fait d'armes, qui n'ont pas d'état de service, on ne sait même pas ce qu'ils sont allés faire à l'étranger. Mais comment peuvent-ils croire qu'ils peuvent, n'est-ce pas, contraindre les Gabonais à accepter des inepties qu'ils vomissent dans les réseaux sociaux et refuser de voir ce que celui qui est là en ce moment est en train de faire pour le pays. Vous voyez, on essaie d'avancer et il y a des forces d'inertie qui nous font reculer ou qui nous font faire du surplace. Voilà. On essaie d'avancer, il y a des infrastructures, il y a des routes qui se font. Tous ceux qui voyaient aujourd'hui à l'intérieur du pays le voient. Mais vous avez des forces d'inertie qui refusent cela. Et qui bloquent tout. Voilà, on vient nous coller un problème de la dette. Moi, je suis de ceux, et je le répète encore une fois, qui dit que le Gabon n'a pas besoin d'aller au FMI ou à la Banque mondiale. Nous avons des capacités pour gérer le petit pays de 2 600 000 habitants et faire en sorte que le programme pour lequel nous avons, nous les Gabonais, dans notre immense majorité, accepté de suivre, se fasse. Et ceux qui le mettront de côté, tant pis pour eux, parce qu'ils n'auront pas compris la signification du mot inclusivité. Je ne chasse personne, je fais avec tout le monde, mais vous-même vous allez vous découvrir avec le temps et vous allez fuir, parce que moi je vais continuer, et je vais continuer avec ceux qui me soutiennent et ceux qui estiment que ce que je fais est bon. Voilà le dernier mot que moi je voulais dire. Bien. Merci monsieur Obia. Donc je crois que là les choses sont plus ou moins claires, et surtout que la semaine prochaine, comme l'a dit monsieur Ngoumou, nous allons donc poursuivre dans la même lancée pour maintenant parler de ce qui se passe au niveau local concernant effectivement l'impact donc des ceux qui se réclament donc des sociétés secrètes au Gabon. Voilà. Donc c'était la grand angle de ce vendredi 26 juin 2026. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons donc, si Dieu le veut, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر